Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Durant cette 4e saison, j'ai également lancé des épisodes expérimentaux. Rappelez-vous, suite à une angoisse à l'approche de mes 50 ans, je me suis lancé un premier défi, puis un deuxième, puis un troisième, et j'arrive aujourd'hui à 12 travaux en compagnie de Jung et de son interprétation symbolique de ce mythe intemporel, les 12 travaux d'Hercule. Nous arrivons donc à mon troisième défi, le défi du vol de la ceinture d'Hippolyte. Et pour ce défi, donc cette épreuve, j'ai décidé d'intégrer mon fils dans ce parcours. Mon fils qui a 18 ans, qui a eu 18 ans, donc il est dans sa 18e année, je vais y arriver, et de renforcer justement nos liens père-fils par un rite de passage, ou en tout cas par une aventure, par quelque chose qui puisse vraiment nous renouer. Mon fils est né en décembre et en janvier, je crée ma première entreprise. Donc les 2 premières années ont été vraiment très intenses. Et depuis là, en tant qu'indépendant et aventurier, je dirais à travers différents continents, je n'ai pas eu l'occasion, comme j'aurais voulu, pour développer la profondeur de notre relation. Pour cela, je l'ai invité à gravir le 2e plus haut sommet du Haut Atlas marocain, le mont Ouanakrim. Donc le mont Ouanakrim, c'est quoi? C'est un massif situé au sud-ouest du Toubkal qui culmine à 4089 mètres, le Timsguida, et 4083 mètres, le Ras Ouanakrim, séparé par un col de 3968 mètres. L'ascension de ce col se déroule en 3 étapes. On a une marche d'approche de 5 à 6 heures pour arriver dans un refuge à 3200 mètres d'altitude. Puis on se réveille 2h30, 3h du matin pour le début d'une ascension nocturne et arriver au sommet en espérant voir le lever du soleil et puis redescendre dans la vallée la même journée, donc repasser par le refuge, prendre une petite collation et redescendre. Alors il se fait que j'ai eu l'occasion de gravir le mont Toubkal, donc lui qui est le plus haut mont du Haut Atlas et d'Afrique du Nord, avec un groupe que j'ai accompagné durant les vacances de printemps. On en avait profité avec la famille pour accompagner ce projet professionnel d'un road trip justement dans la région. Un road trip qui nous a permis de faire de la découverte pour un autre projet, effectivement qui va se concrétiser très bientôt. Et le début de ce road trip, eh bien, je l'ai réservé avec mon fils pour cette ascension. Non pas du mont Toubkal que j'avais fait avec le groupe, mais le mont en face, donc le mont Ouanakrim. Ce défi symbolique entre père et fils s'inscrit dans le cadre de ces 12 travaux d'Hercule et j'ai choisi le vol de la ceinture d'Hippolyte qui est en fait le 9e travail d'Hercule et qui pour moi est le 3e. Ce travail est particulier car il ne s'agit pas de vaincre un monstre ou quelque chose d'horrible, mais plutôt d'offrir quelque chose à une autre personne. De même, j'ai voulu offrir à mon fils une part de moi-même, ou en tout cas retrouver une certaine vulnérabilité, une complicité que nous avons eue pendant très longtemps lorsque 1 à 2 fois par jour, j'allais promener notre chien. Quand mon fils est tout petit, imaginez, je me baladais à Bruxelles avec mon fils en portage, accroché à mon portage, j'avais mon chien qui est un Malamute d'Alaska du nom de Sheila et un bouquin. Et donc parfois les gens s'arrêtaient et me posaient des questions et c'était assez rigolo. Donc cette complicité-là, on l'a démarrée depuis longtemps. Mais évidemment, avec le temps, avec l'âge, avec les événements de la vie, eh bien, on n'a pas su poursuivre cette profondeur de la relation. Donc dans le mythe, Hercule tente d'abord le dialogue avec Hippolyte, mais la confusion et les interférences empêchent le lien d'émerger pleinement. Donc interférence, lien, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce mythe pour illustrer
mon ascension et ce lien avec mon fils. Cela évoque bien sûr les maladresses, les non-dits, les silences accumulés dans une relation père-fils pendant ces dernières années. Alors, ce défi, dans mes 12 travaux d'individuation, mes 12 travaux d'Hercule avant mes 50 ans, est un peu différent des deux premiers, puisque cette fois, je ne suis plus seul pour la réussite de ce défi. Donc, ce n'est pas une quête de performance, ce n'est pas une tentative de réparer quoi que ce soit, c'est un défi symbolique, de connaître mes limites, de reconnaître mes limites sans m'enliser dans la culpabilité, qui est une thématique qui est très redondante chez les parents. Depuis même avant la naissance de notre fils, mon épouse et moi avons beaucoup travaillé sur sa venue, sur le type d'accouchement, le type d'accompagnement. Je vous ai parlé tout à l'heure de portage, on a fait du co-sleeping, on a fait énormément de choses pour nouer ces liens profonds. Et c'est ce qui aujourd'hui, grâce à ça, me permet presque du jour au lendemain de lancer mon fils dans une ascension à 4000 mètres d'altitude et qu'il accepte. Malgré ces dernières années où effectivement, en tant qu'adolescent, on a des loisirs différents, on a des perspectives différentes, et c'est vrai que ces 5 dernières années n'ont pas été des plus faciles dans notre immigration au Canada. Et donc, ce défi pour moi, c'était l'accompagner, faire cette ascension sans vouloir tout contrôler. Proposer un lien de père à fils, d'homme à homme, et non seulement de père à enfant. La relation, justement, comme je le disais, est teintée d'une petite voix intérieure qui dit toujours « j'aurais pu mieux faire ». Et c'est vrai qu'il y a eu cette culpabilité, qui est justement au-delà de la culpabilité, la honte que je pouvais ressentir de ne pas avoir fait plus. C'était mon deuxième défi dans ces 12 travaux. Mais on ne peut pas réécrire le passé, ça c'est clair. On peut toujours prendre des décisions dans le présent et améliorer cela. Et donc, voilà, ce que je voulais lui offrir, c'était ça, ce moment important, malgré le fait qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et aujourd'hui, on est réduit à la cellule familiale. En partant effectivement à l'étranger, on a encore réduit cette cellule. Et comme je vous le disais, on a eu pas mal d'événements qui ont bousculé, je dirais, la création et l'épanouissement d'une famille. Comme je le disais, donc Shems est né quelques mois avant que nous lancions notre première entreprise. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que Shems, mon fils, a connu 12 maisons différentes, 8 écoles, 3 pays. Et pourtant, malgré cette fibre aventureuse, il a grandi fort d'une lumière intérieure. J'en parlerai dans l'interview. Et donc, il a une force comme ça assez impressionnante. Donc, ce défi n'était pas un acte de réparation, c'était plutôt un acte de présence, pouvoir renouer cette connexion. Une manière de lui dire, je suis là, comme je suis, et reprenons là où on s'est peut-être égaré. Que dire de plus sur mon fils, parce que le but n'est pas effectivement de le mettre spécialement lui en avant, parce que ça c'est quelque chose que je respecte d'autant plus que cette interview va passer en interview audio. Je préfère préserver son image dans ce monde où l'intimité est précieuse, donc vous allez simplement entendre notre interview audio d'ici quelques instants. Mais je ne doute pas que son énergie, puisque Shems veut dire soleil en arabe, eh bien son énergie puisse rayonner à travers l'audio de cette interview. Et donc je suis très heureux, très fier aujourd'hui, très honoré d'accueillir Shems, mon fils aîné, dans le podcast In Shape to Grow. Et je vais dès à présent passer dans la version audio. Bonjour mon grand, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi? Écoute, je suis très heureux d'être là pour cette interview avec toi de ma 3e épreuve que j'ai voulu faire justement lors d'une ascension avec toi pour pouvoir travailler sur notre relation père-fils. Est-ce que toi, de ton côté, tu es prêt pour cette interview exclusive sur cette ascension? Oui, je suis prêt.
Eh bien, c'est parfait. Nous allons donc nous poser mutuellement des questions et y répondre en toute sincérité. Alors, même si c'est moi qui ai préparé les questions, je n'ai pas préparé les réponses. Donc, il se pourrait qu'il y ait dans cette interview des petits moments de réflexion, des petits moments de pause que nos auditeurs pourront également apprécier et dans lesquels ils pourront peut-être eux-mêmes se poser des questions. Mais je te passe le micro, c'est à toi de commencer. Si tu devais me décrire en une image de la nature, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Alors, c'est intéressant comme question parce que quand tu étais petit, je me souviens qu'on faisait beaucoup de balades en nature justement. Et à une époque, on allait même tous les mois dans les Ardennes. Et tu avais comme ça tendance à passer des heures et des heures autour de la rivière, à lancer des cailloux, machin, à faire plein de choses. Et tu as comme ça une énergie très posée. Si je devais te décrire en une image de la nature, ce serait un arbre, un chêne comme ça, qui est solide, ou alors pas un bambou, mais un roseau qui est stable et en même temps qui est souple et adaptable. Voilà, je dirais plutôt un roseau qui est à la fois solide, calme, mais qui peut être très adaptable. Alors, à moi maintenant à te poser une question. Quand je t'ai parlé de cette idée d'ascension à deux, comment as-tu réagi? Et tu peux répondre totalement spontanément. On est ici vraiment dans une interview que j'ai envie de t'offrir, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, et qu'elle puisse être un beau souvenir plus tard. Donc dis-moi, comment tu as réagi si tu t'en souviens? Est-ce que tu t'es senti obligé, ou curieux, ou un mélange entre les deux? Eh bien, je me souviens un peu de ma première réaction parce que c'était un peu un mélange des deux. Parce que je sais que tu as vraiment aimé cette ascension quand tu l'as fait la première fois. Et, euh, et je me suis dit que le faire avec toi, ça pourrait être vraiment chouette aussi. Mais au début, ça me bottait pas trop. En revanche, quand j'ai regardé un peu à quoi ressemblait l'ascension, quelle était la vue et qu'est-ce que les gens en ont pensé, franchement, je me suis dit après que c'est pas une si mauvaise idée de le faire. Et après l'avoir fait, je n'ai pas du tout regretté, j'ai vraiment aimé. En tout cas, ça a été partagé, parce que c'est vrai que ça a été une expérience. Comme tu l'as dit, j'ai eu l'occasion de le faire avec un autre groupe quelques jours avant, un groupe qui m'avait demandé justement de les accompagner, et on en avait profité pour faire un road trip en famille, donc de cumuler ce projet que j'avais au niveau professionnel avec ce road trip en famille, qui a débuté avec cette deuxième ascension, pas tout à fait la même ascension, mais en tout cas effectivement, on est revenu avec de belles images et moi, personnellement, un très bon souvenir. Alors, question à tous les deux. Avant de partir, quelle était votre plus grande appréhension et votre plus grand espoir pour ce moment ensemble? Je te laisse y répondre en premier, mon grand. Eh bien, avant de partir, bah, j'avais une appréhension sur à quoi pourrait ressembler la montagne. C'est ma première ascension et mon premier trek, on pourrait dire. J'en ai jamais réellement fait. Euh, et disons que l'appréhension était bien mesurée parce que je m'attendais à peu près à ça. Pas autant parce que bah, le temps n'est jamais mesurable, parce qu'on ne peut pas s'y attendre, mais franchement, je m'attendais à peu près à ce que j'ai fait. Sauf bah, pour la partie où on a marché dans la nuit, ça tu peux pas t'y attendre. Marcher 3 4 heures dans la nuit, c'est vrai que tu peux pas. Ouais, si tu l'as jamais fait, Tu c'est peux pas faire difficile, d'appréhension. voilà, d'imaginer un petit peu ce que ça doit faire. Puisque bon, voilà, tu n'as pas spécialement peur de la nuit, mais Non. marcher 3 heures en pleine montagne en pleine nuit, Mm, c'est vrai que c'est impressionnant et c'est aussi usant. mm. Et donc, et ton plus grand espoir, est-ce que tu avais un espoir par rapport à cette ascension? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. En tout cas, moi, ma plus grande appréhension, c'est effectivement que l'altitude et le manque de conditions physiques, parce qu'effectivement, dans l'objectif justement qui était de t'accompagner, j'ai un peu voulu le faire comme le professeur en éducation physique ou le coach ou l'entraîneur que je n'étais pas, puisque je montais avec toi en tant que papa et pas en tant qu'entraîneur. C'est vrai que mon appréhension c'était que physiquement tu es difficile.
soit avec l'altitude, soit avec la durée, mais tu as géré super bien. Et mon plus grand espoir, c'était effectivement qu'on puisse vraiment passer un moment fort, un moment qui nous laisse un souvenir, juste toi et moi, une sorte de rite de passage. Euh, le rite de passage en tant que jeune homme, ça aurait été de te laisser 4 jours dans la montagne tout seul. Ça, c'est à l'ancienne. Je pense que ta maman, ta chère maman n'aurait pas voulu. Et Je je ne pense pense que pas, je n'aurais non. pas été à l'aise non plus, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, c'était cet espoir-là que j'avais, c'était de passer un bon moment avec toi. Alors j'ai une question pour toi maintenant. Pourquoi avoir choisi cette montagne à ce moment précis pour ce défi père et fils? Alors, comme je l'ai déjà un peu introduit, il y avait ce projet sur lequel on m'avait mis de suivre un groupe d'élèves sur le mont Toubkal, qui est le plus haut mont donc, en Afrique du Nord. On a cumulé ça avec un road trip pour notre déplacement au Maroc. Et puis, la première étape de ce road trip a été effectivement de choisir cette montagne. Donc, le moment précis, c'était l'opportunité pour ce défi, parce qu'effectivement, c'est une année importante pour toi. C'était normalement ta dernière année de réto, puis un tas de paramètres qui ont modifié le planning. Et puis, choisi cette montagne, ben, ça a été l'opportunité symbolique, puisque le Maroc fait partie de 50% de ton ADN. Et que la montagne, la nature, c'est quelque chose sur lequel tu as toujours été sensible. Mais ces dernières années, on a eu moins de contacts, même si au Canada, on aurait dû en avoir. Mais voilà, le Canada est un magnifique pays à visiter. Mais quand on y habite, il peut être très très cher. Et donc, on n'a pas eu toutes les opportunités qu'on aurait voulu. Et donc ici, c'était à la fois marqué 18 ans, marqué la fin d'un cycle. Et puis, dans moi, mes 12 travaux et mes défis pour mes 50 ans, c'était vraiment important pour moi de t'associer à l'un de ces défis. Donc là, on a posé un peu le décor. Ici, maintenant, on va passer un petit peu à la préparation et puis à la montée. Donc, mon grand, pendant la montée, justement, y a-t-il eu des moments vraiment très durs où tu avais envie d'abandonner? Vraiment, le fait d'abandonner, de t'asseoir et dire moi je bouge plus. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir finalement, puisque on est monté jusqu'à un premier sommet? Eh bien, pendant la montée, il y a eu un moment qui m'a vraiment envie de laisser tout tomber. C'était pendant justement la nuit qui était vraiment pas facile. Parce qu'à un moment donné, on montait dans la nuit, il y avait encore de la neige qui s'était transformée en glace. Et vers la moitié de la montée, dans ce col de montagne, qui était juste interminable, parce qu'on ne pouvait pas voir plus que 3 4 mètres, même pas en face de nous. Donc on ne pouvait pas voir si on était haut ou si on était encore en bas. Et ça faisait 2 heures et demie qu'on marchait. Et j'ai l'impression que ça allait être interminable. J'avais vraiment envie d'abandonner à ce moment-là. Et ce qui m'a fait tenir, ben, ça a l'air bête, mais j'avais vraiment envie d'avoir cette photo du lever du soleil en haut de la montagne. Parce que, bah, une fois en haut et une fois que le soleil s'est levé, on voyait de l'autre côté de la montagne, là où on est venu, et on pouvait voir presque jusqu'en bas de la montagne. Donc ça, c'était vraiment une très belle vue et pas de regret d'être monté jusqu'en haut. Ça sont des éléments sur lesquels tu es sensible, parce que c'est vrai que avec les années, tu es devenu vraiment un fan de gaming, un fan d'écran. Aussi par manque de stimulation avec la nature, puisque jusqu'à un certain âge, on allait très régulièrement. Mais ce qui est vraiment touchant pour moi, c'est que tu restes sensible. Chaque fois que je t'invite à aller en pleine nature, chaque fois que je te propose des activités, même s'il y a un petit frein peut-être au départ, tu passes le cap. Donc pour moi, c'est vraiment important. Parce que tu as cette énergie. Ça, ta maman et moi, on le sait. Et on peut te voir très profond à ces moments-là. Donc c'est bien que ce qui t'ait fait tenir, c'est justement cette sensibilité à ton environnement, à quelque chose d'unique finalement, de se retrouver à 4000 mètres d'altitude et de regarder un lever de soleil.
voilà, quand on a l'habitude de passer des heures devant un écran et toute la stimulation d'un jeu, pouvoir rester sensible à ça, pour moi et pour ta maman, c'est vraiment extrêmement important. Eh bien, à toi alors maintenant à me poser une question. Alors, tu disais avoir parfois du mal à te connecter à moi sans te transformer en mentor. As-tu envie à, à un moment de me corriger ou de me guider? Et comment as-tu géré cela? Alors c'est vrai, d'autant plus que je l'avais pas préparé cet aspect-là. Je voulais vraiment passer un moment père-fils, pas en tant que le coach ou l'entraîneur comme je le disais. Donc effectivement, il y a des moments où j'avais tendance à vouloir te conseiller au lieu de te soutenir. C'était le mélange entre mes connaissances et mon envie de papa t'amener vers le haut et de pouvoir vivre le sommet. Alors on laissera un peu de suspense durant l'interview pour voir comment s'est passée l'arrivée au sommet. Mais comment j'ai géré cela? Par la patience. On a eu le temps. Il y a des moments où effectivement j'avais plus envie de te pousser parce que je devenais impatient, parce que j'ai cette habitude, cette discipline de pouvoir préparer. Donc je l'avais fait 5 jours auparavant avec un groupe. Ça a été relativement facile pour moi de le faire une deuxième fois, mais voilà, j'ai eu cette difficulté, mais je pense, et c'est à toi de me le dire, si tu m'as senti comme agacé, ou est-ce que tu m'as senti te soutenir, ou est-ce que tu m'as senti comme un prof qui te parlait. Est-ce que tu as, toi, un retour? Comment tu as senti ma présence durant l'ascension? Bah, je t'ai pas senti agacé, en tout cas ça c'est sûr. Je t'ai vraiment senti me soutenir dans cette ascension, surtout dans les moments où j'en avais du mal, évidemment. Et ben, ça m'a aidé quand même pas mal à monter jusqu'en haut. Et est-ce que justement cette épreuve, depuis que tu l'as vécue, ça fait quand même quelques mois, est-ce que tu penses que cette épreuve va pouvoir te servir plus tard? Sûrement, Oui, sûrement. on en reparlera probablement plus tard dans l'interview. Alors, question à tous les deux, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes sentis vraiment en lien sans même parler? Est-ce que toi tu te souviens d'un moment, moi j'en ai un, qui me fait encore sourire. Et c'est un peu paradoxal parce que c'est pas vraiment dans l'ascension, mais c'est, puisque j'ai un peu expliqué dans l'introduction, mais on a une première partie, et puis on a une pause, on dort dans le refuge, et puis on repart. Mais le plat de popcorn, après les 5 premières heures de marche, je trouvais que on en profitait, on était fatigué mais content. J'avais vu une partie de toi que j'avais plus vu depuis très longtemps, justement parce qu'on a passé moins de temps ensemble. Je me souviens quand tu étais tout petit, on allait tout le temps marcher avec Sheila, notre chien, et on faisait plein de balades. Et donc depuis qu'il est plus là, évidemment, on a moins cette occasion-là. Mais ce moment assis dans le réfectoire avec ce plat de popcorn et un sourire jusqu'aux oreilles, et content de cette première journée, je trouve que c'était un chouette moment. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Est-ce qu'il y a un autre moment où tu t'es senti vraiment en connexion? Bah, disons que de mémoire, j'en ai pas eu, mais c'est vrai que, comme tu viens de le dire, ce moment, je m'en rappelle, du coup, bah, c'est vrai que ce moment était assez sympa, C'est sympa. comparé à ce qui nous attendait après. Est-ce qui nous attendait après? Eh bien, justement, je vais faire une petite pause ici dans l'interview d'aujourd'hui avec un extrait audio qui représente justement tes impressions à chaud après les 6 premières heures d'ascension jusqu'au refuge. 23 000 pas pour y arriver. Et donc, on vous retrouve juste après pour la suite de cette interview à deux. Alors Shems, après cette première partie, on est parti de tout en bas à 11h moins quart. On a fait combien de pas? 23 000. 16 km en 6 heures. Quelle a été la chose la plus difficile pour toi?
Probablement les petites crêtes où ça monte pas mal fort. Ça c'est pas mal aux jambes et aux chevilles, mais sinon, de manière générale, ça allait. Pas de problème de respiration, pas mal de maux de tête, juste les jambes. Juste les jambes, d'ailleurs. Mm. Juste les jambes, et puis il y a eu les chevilles, puis les hanches, puis il y a eu... Quel a été le meilleur moment sur les 6 heures de montée? Probablement quand on a mangé la première fois. Ouais, c'était super beau et c'était sympa parce qu'on n'avait pas vraiment fait de pause depuis. Le deuxième arrêt, c'était aussi très beau. Et maintenant aussi. Donc, probablement tous les arrêts parce qu'à chaque fois c'est des endroits pas mal ouverts, très dégagés et on voit vraiment tout le paysage. Et il y a de moins en moins de vent parce qu'il y avait vraiment du vent tout à l'heure. Je voulais commencer, en fait j'ai oublié par te demander, tiens, quelle est ton intention sur cette marche? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir avec cette ascension? Réussir à monter tout le temps et redescendre en un seul morceau. En un seul morceau, c'est pour rassurer qui ça? Moi-même. Et est-ce que... comment tu te sens là maintenant? Il est 18 heures, on a eu un bol de popcorn, on a eu du bon thé. On va manger à 7 heures. Comment tu te sens pour ce soir et pour demain? Là, maintenant, tout de suite, disons que j'ai froid. Il fait 5 degrés. Il fait moins 8000. Il fait moins 8000. Il fait 5 degrés, il n'y a plus de soleil. Toujours un peu de vent. J'espère que j'aurai pas trop froid demain. Sinon, ça devrait aller. Et comment tu vois, est-ce que tu as une appréhension ou comment tu vois la nuit et le départ à... On te voit, hein. C'est pas parce que je parle que... et comment tu appréhendes le départ à 3 heures du matin pour l'ascension qui devrait prendre 5 heures? Disons que je sais qu'on aura 3 heures dans la nuit et puis on verra le lever de soleil. En espérant que le lever de soleil soit chaud, je pense qu'on va se les geler pendant 3 heures. Il n'y a pas trop de neige en tout cas pour l'instant, donc en espérant qu'il neige pas la nuit, ce serait bien. On va aller un petit peu voir où est-ce qu'on va aller. Oui, c'est pas vers cette direction-là qu'on va. Normalement, on va vers cette direction-là. Tu peux me suivre, hein, Shems. Ça, c'est le commissariat de police. Et donc, comme c'est une ascension différente de celle que j'ai déjà faite, je ne sais pas du tout par où on va débuter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus? Non, si ce n'est que j'ai hâte de dormir et de récupérer plus que 100% parce que on aura de la route à faire demain. Ok, on se donne rendez-vous demain alors. Alors, Shems, en arrivant là-haut, face à la vue et au vent, parce que c'est vrai que le matin, quand on est parti très tôt, 4-5 heures du matin, je ne sais plus, 4 heures du matin, on a fait cette ascension pendant plusieurs heures dans la nuit, puis on a vu le lever du soleil. En tout cas, on a vu le jour se lever, puis le lever du soleil, mais on a eu énormément de vent. Déjà la première journée, hein. On a eu un vent qui nous a fort fatigués, à tel point que aux pauses déjeuner, les chaises s'envolaient. Il fallait les attacher tellement il y avait du vent, même les tables. Donc quand vous montez 5 heures de rando, de trekking avec le vent qui souffle dans les oreilles, c'est fatigant. Et donc le matin, on espérait effectivement ne plus avoir de vent et c'est reparti. Donc comment tu t'es senti en arrivant là-haut, avec la vue, le vent? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bien, j'étais très content d'être arrivé en haut parce que les 2 heures précédentes étaient vraiment fatigantes mentalement. Et Donc fatigué mentalement. On arrive au col. À ce moment-là, le guide qui nous a surtout montré le chemin, il ne nous a pas tellement guidé parce qu'il était souvent devant nous. Alors soit c'était par pudeur parce qu'on était toi et moi, soit c'était parce qu'il avait juste envie d'avancer, mais en tout cas c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup. Et puis à un moment on arrive au col, on était un peu en dessous de 4000 mètres et c'est presque de l'escalade. Et là toi tu as eu un petit coup
de mou, un petit coup de stress par rapport justement au vent et à la fatigue. C'est à ce moment-là que je suis allé voir le guide et que je lui ai demandé ce qu'il nous restait. Il nous restait quand même encore 1 heure d'ascension, mais avec 2 cols importants en limite escalade. Je me souviens que là, tu as commencé à avoir un petit peu mal à la tête, ce qui était relativement bien par rapport à l'ascension et ton manque d'expérience au niveau de l'ascension et de l'altitude. Donc, je me souviens avoir posé la question au guide, est-ce qu'il y a un danger avec le vent et au fait que toi, tu avais moins d'expérience. Il m'a juste répondu que le mois d'avant, il y avait un Espagnol qui avait dégringolé ce petit pic-là et qu'heureusement, il y avait de la neige. Alors, j'ai regardé en dessous, il n'y avait plus de neige. Donc là, j'ai pris la décision de faire demi-tour. Donc, on n'est pas arrivé finalement au sommet du Wanakrim. En revanche, on a quand même dépassé le cap des 4000 mètres qui était. Ouais, c'est ça, on est arrivé tout juste au col. Mais à ce moment-là, comment est-ce que tu t'es senti? Bien, d'avoir fait demi-tour. Ben, les deux. Au moment où tu as ressenti ce mal de tête et avant que je ne pose la question au guide, et puis quand je suis revenu pour t'annoncer que voilà, on prenait la décision de faire demi-tour. Bien, le mal de tête ne me dérangeait pas tant que ça. J'avais pas bu beaucoup parce qu'il faisait vraiment froid. Il devait faire dans les 10 degrés. Et la fatigue, ben là oui, du coup la fatigue physique, ça allait encore, mais la fatigue mentale m'avait vraiment fatigué. Mais le fait, quand j'ai vu là où on devait monter les 2 derniers cols, où c'était réellement de l'escalade, en plus du vent, je me suis dit impossible de monter sans qu'il y ait un risque. Et je voulais pas risquer quoi que ce soit juste pour dire que j'ai monté ce pic. Qu'est-ce qui t'aurait manqué justement pour... Parce que, alors, il y a deux choses. Effectivement, le guide, il nous a emmenés là-bas et il était prêt à aller jusqu'au dessus. Donc, il y avait quand même un risque mesuré. En même temps, il était jeune et voilà, il ne nous connaissait pas. Donc, moi, je pense que Et il avait l'habitude aussi. voilà, j'aurais pu le suivre. Maintenant, encore une fois, on ne l'a pas fait, donc je ne peux pas le dire. Mais qu'est-ce qui, toi, t'aurait manqué pour, qu'est-ce qui t'a manqué pour pouvoir te dire, ok, il y a du vent, je suis un peu fatigué, mais j'ai confiance. Je ne sais pas trop parce que il y a un moment je me suis dit que je pourrais le monter, mais à chaque fois qu'il y avait une rafale de vent qui envoyait beaucoup Mm. de poussière, qui faisait bouger les petits bouts de gravier, qui montrait vraiment que le vent était là et qu'à tout moment la brise de vent peut être plus forte que la précédente. Je me disais, est-ce que je le monte vraiment pour dire que je l'ai monté, C'est ça. ou le fait d'avoir passé les 4000 mètres est déjà en théorie l'ascension quasi terminée. Il nous restait quoi, 15-20 mètres. On a 89 mètres en ascension, mais avec plusieurs cols, donc 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour. 1 heure de marche justement, c'est ça qui m'avait un peu moins... c'est surtout ça qui m'avait embêté, j'avais oublié qu'il restait Ouais. 1 heure de marche. Alors Et- c'est tout à ton honneur de pouvoir te dire que ok, c'est pas le fait d'aller au sommet qui est important, c'est toute la montée. C'est vrai que moi, ça c'est plus le papa qui parle, mais c'est plutôt l'entraîneur. Si tu t'étais mieux entraîné au niveau de la prépa physique, je pense que tu aurais eu un peu plus de confiance dans tes capacités physiques. C'est vrai que cette année-ci n'a pas été des plus sportive pour toi. Mais du coup, bon, ça c'est le moment où effectivement, parce que je me souviens hein, que tu as été déçu et on va l'entendre dans la deuxième pause extrait audio, l'interview juste après la descente jusqu'au refuge, au retour. Mais comment tu t'es senti du coup une fois que l'on a décidé de faire demi-tour? Parce qu'on a pris des photos, on a regardé justement ce que tu voulais absolument atteindre, c'est-à-dire cette beauté incroyable d'être à 4000 mètres d'altitude, de voir d'un côté la vallée avec les nuages qui recouvraient un village et de l'autre côté tout le chemin qu'on avait pris dans la nuit. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Bien, sur le moment, j'étais content de ne pas devoir faire 1 heure de marche plus une demi-heure d'escalade, en sachant qu'il y en a un qui avait dégringolé, qui avait de la chance, qui avait 2 mètres de neige épaisse, surtout qu'il n'y avait plus de neige, c'était de la glace, en plus de la pierre qu'il y avait en dessous, donc moins rassurant. Mais
Sur le moment, j'étais content. Plus tard, après être redescendu en bas du col, qui était plus ou moins un mur de glace aussi, j'étais un peu déçu de ne pas être allé en haut. Mais du coup, là, c'est plus après réflexion, comme si c'était une mauvaise idée d'être resté, pas d'être monté. Même si je sais encore maintenant que être monté, ça n'aurait pas été une très bonne idée en fait. Voilà, c'est toujours cette question d'avoir des regrets ou des remords. Mais je pense que la sécurité était de mise. Dans toutes les conditions que nous avons décrites, la sécurité était l'aspect numéro un. Et du coup, si tu devais mettre un mot sur le moment un peu suspendu avant de redescendre, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Plutôt fierté, liberté, transformation, euh, que sais, je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait Bah, en soi, j'étais vraiment fier d'être monté jusqu'en haut. hmm. Parce que comme tu l'as dit, j'étais pas réellement entraîné physiquement. Mais je savais quand même que je pouvais le faire parce que je suis pas non plus. Je suis pas un sportif. euh, Tu n'es plus un sportif, ouais. mais j'étais assez sportif et je sais que mon, mes capacités physiques étaient encore là, mais juste réduites. Mais je sais que si je m'étais entraîné, bah, ça aurait été plus facile et j'aurais eu moins difficile en termes d'endurance parce qu'en soi, c'était pas si difficile, c'était juste fatigant à certains moments. Oui, d'ailleurs, si Mais je t'interromps juste une seconde, c'est vrai que je suis exigeant, à la fois comme père, à la fois comme enseignant ou entraîneur, mais par rapport à l'entraînement de cette dernière année, effectivement, c'était impressionnant ce que tu as pu réaliser, et c'est d'autant plus frustrant pour moi et ta maman de savoir que tu as d'énormes qualités, aussi bien physiques qu'intellectuelles, et que parfois c'est un tout petit peu de voilà, minimum, c'est syndicaliste, c'est très bien. Mais bravo que, voilà, que cette fierté puisse, l'année prochaine, pour tes nouveaux projets, te servir. Et du coup, je vais ici faire une petite pause, deuxième pause extrait audio pour vous partager les impressions à chaud du retour. Alors, Shems, à chaud, là, on a fait 3h20 d'ascension, on a fait 9000 pas pour monter. On est arrivé à 3950 mètres en pleine nuit. On a vu le lever du soleil, on a vu plein de choses. Qu'est-ce que tu retiens de plus impressionnant de cette ascension? Hmm, je sais pas. Le fait que je sois un peu moins fatigué qu'hier en fait. J'ai pas la fatigue qui a frappé autant que hier. Hier j'avais vraiment mal partout. Articulation, euh, etc. Aujourd'hui ça va. Mais qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Vraiment qu'on était tout en haut. Et alors, effectivement, on n'a pas pu monter jusqu'au-dessus du sommet qu'on s'était fixé. On a juste été jusqu'à Tizi parce qu'il y avait trop de vent. Il y a encore beaucoup de vent ici, ça devenait dangereux pour nous. C'était limite de l'escalade. Il y avait deux versants importants à prendre. Aller-retour, ça fait 4 risques qui n'étaient pas nécessaires. Mais comment tu te sens après ce challenge de l'ascension de nuit dans le froid? Bah, que j'aurais pu faire mieux. Que j'aurais pu faire mieux. Mieux à quel point? Bah, mieux où j'aurais pu arriver tout en haut. S'il n'y avait pas de vent, si. Il y a plein de si, mais j'aurais pu arriver en haut. Et qu'est-ce que tu retiendras alors de cette ascension? Le voyage, le paysage, l'expérience, les gens qu'on a croisés. Cool. Ben, on se retrouvera en bas pour un autre débrief. Alors maintenant, j'ai d'autres questions à te poser. Donc, que s'est-il passé pour toi dans cette ascension et, et avec le recul, qu'est-ce que cette montée symbolise pour toi?
Alors je me suis posé la question, bah, avec mes attentes, avec mon défi personnel d'ici mes 50 ans, je voulais associer cette relation qui a été intense, qui s'est modifiée avec le temps, qui n'a pas été facile tout le temps par rapport justement à nos différents déménagements, avec parfois beaucoup de regrets de ne pas avoir passé plus de temps en tant qu'indépendant, c'est pas toujours évident. Mais donc cette ascension, pour moi, elle a été vraiment un moment très, très intense. J'ai vu un petit garçon monter, parce que j'ai reconnu nos balades qu'on faisait, à s'arrêter, à regarder les cailloux, à mettre des cailloux dans ses poches, à prendre du temps, alors que moi j'étais comme si je voulais arriver avant, avant quelque chose, alors qu'on n'était pas attendu au refuge, on pouvait arriver comme on voulait. Et j'ai quand même vu un jeune homme redescendre dans la montagne, donc pour moi il y a eu un avant et un après. Alors c'est pas comme dans les films hein, où il y a une transformation en super-héros en descendant de la montagne, mais en tout cas elle va symboliser un moment important pour notre relation et pour toi, ton avenir. Et du coup, il y a une question à tous les deux. Si vous ne deviez garder qu'une seule image de toute cette ascension, ce serait laquelle? Et je vais te laisser d'abord répondre. Bah, moi, je n'ai pas une image, j'en ai plus deux. Ça serait plus le moment où on est arrivé en haut et que j'ai vu le lever du soleil, qui était pour moi la vue, l'image de cette ascension. Et la deuxième, ça serait plus quand on est arrivé en bas, mais pas en bas au refuge, tout en bas. Et quand tu te retournes et que tu vois tout ce que tu as monté, surtout qu'on peut pas voir jusqu'en haut, parce que c'est tellement loin que tu te dis, j'étais là il y a 2 jours, je suis là 2 jours après, et on a monté la montagne, et on est redescendu en 2 jours. Donc pour moi, c'était vraiment l'image qui représente cette montée et cette ascension. Cette ascension. Ben, pour moi, l'image de cette ascension, c'est quand je pouvais me retourner et te voir gravir pas à pas. Certes, je t'ai vu à certains moments, surtout dans la nuit. Là, j'étais derrière toi et je t'ai vu en difficulté. On en a parlé tout à l'heure. Mais l'image que je, je vais garder de cette ascension, de ce moment, c'est la persévérance, c'est l'avancer à ton aise. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'image de la nature, qui a une force tranquille comme ça, que j'ai pu retrouver dans cette ascension, et qui j'espère restera éternellement une de tes forces. Alors maintenant, j'ai une deuxième question pour toi, du coup. Quel a été pour toi le plus grand changement visible chez moi durant ce défi? D'avoir trouvé ton super pantalon de ski. Alors, j'ai glissé sur la glace. Ouais, t'as fait du slide avec, effectivement. Alors, le plus grand changement visible, alors comme je le disais tout à l'heure, c'est pas comme dans les films où on a la personne qui monte et qui est X, et puis elle redescend, c'est une transformation comme ça du jour au lendemain. Mais depuis que tu es redescendu, je trouve que il y a un petit changement. Moi, je pense que ça t'a quand même reconnecté à une certaine profondeur, à un certain ancrage, qui, j'espère, avec les bonnes balises l'année prochaine, te permettront de grandir avec tes projets justement scolaires et universitaires plus tard, avec un superbe projet. Donc voilà, c'est cette force tranquille que j'ai l'impression qui revenait un peu à toi après ces années au Canada, qui n'ont pas été faciles par rapport à ton caractère qui est très ouvert vers les autres et qui n'est pas ce qu'on a retrouvé finalement dans les différentes écoles. Alors, on passe au retour maintenant. Shems, après ce retour, justement, on est revenu de cette ascension depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir grandi, toi, depuis? Est-ce qu'il y a moi j'ai vu un avant, un après, mais en dehors de mon avis, est-ce que toi, tu ressens quelque chose de différent entre
la période avant l'ascension et aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas parce que je me suis jamais posé la question. Personnellement, je n'ai pas l'impression parce que je vois pas de changement moi personnellement parce que je n'ai pas de changement. Je n'ai pas pensé à faire un changement avant et après, donc je ne pourrais pas dire si j'ai changé. Moi, je ne sais pas trop. Ça, c'est comme tu m'as dit, j'ai l'air d'avoir changé un petit peu, mais euh, je ne l'ai pas remarqué du coup par moi-même. Ouais, c'est vrai que ton quotidien n'a pas encore changé. La vie de la famille va beaucoup changer l'année prochaine. Tu vas rechanger d'école, tu vas reprendre un cycle pour préparer l'université. Donc il y a plein de changements qui vont arriver. Donc je comprends qu'effectivement ce sera plus difficile à évaluer. Euh, Alors maintenant, c'est à mon tour encore une fois de te poser une question. Alors, qu'as-tu compris de nouveau sur ton rôle de père grâce à cette expérience? je pense que c'est la patience. On aurait tendance à vouloir peut-être transmettre des qualités que l'on a à nos enfants. Je m'amuse toujours à dire que j'ai deux Capricornes à la maison, une version adulte et une version enfant. Mais pourtant, vous avez quand même, toi et maman, des différences personnelles. Je dis aussi que ceux et celles qui ne croient pas en la vraie astrologie, la scientifique, il suffit de passer une journée avec des scorpions. Nous, on en a une à la maison, on sait de quoi on parle, on en a aussi dans notre entourage. Mais blague à part, mon rôle de père, euh, probablement m'investir plus au quotidien. Je pensais qu'il y aurait plus de changements avec cette ascension. Mais encore une fois, on n'est pas dans un film, hein, ici, on est dans la vraie vie. Euh, Même si d'autres pensent qu'on est dans une matrice X, Y, Z, mais bon voilà. Et donc, plus de patience, plus d'observation, plus d'écoute pour pouvoir justement respecter ton énergie, même si une ou deux fois on peut te botter les fesses et te mettre un cadre, puisque c'est notre rôle jusqu'à la fin. Mais en tout cas, jusqu'à ton indépendance. Mais je pense que c'est ça que j'ai un peu compris. Plus d'écoute, plus de patience. Et du coup, à tous les deux, qu'aimeriez-vous faire ensemble maintenant que vous n'auriez peut-être pas osé avant? J'ai pas l'impression qu'on n'osait pas, parce qu'on a fait pas mal de choses ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, tu es toujours partant. Maintenant, c'est vrai que on prend pas spécialement, et ça c'est quelque chose que tu demandes énormément étant plus petit, quand malheureusement en tant qu'indépendant avec des situations parfois très stressantes, on n'avait pas l'occasion, mais c'est de prendre le temps de passer plus de temps ensemble. Je me souviens de cette préparation qu'on a fait quand même avant l'ascension, qui était de marcher, je crois qu'on a marché 5 heures. Euh, Alors, 7h30. non, non, pour la prépa physique. Oui, sur la plage. Oui, Oui, on a marché plus ou moins 7 heures et on a je fait, pense qu'on n'a pas la même notion. on a fait une vingtaine de kilomètres quand même. On a fait 22 km, oui, mais c'était 5 heures. Mais ça c'est vrai que c'est une activité que j'aimerais refaire. Me balader, discuter de tout, de rien. On avait de bonnes conversations. Donc ça, c'est en tout cas de mon côté. Et de ton côté? De mon côté, il n'y avait rien non plus, comme tu disais, que je n'ose pas faire. C'est clair que demain, je vais pas t'inviter non plus à faire du saut en parachute. Ça fait Euh, pourtant partie d'un des projets de mes 50 ans, mais je ne sais pas si je vais la réaliser. Moi, en tout cas, l'altitude, c'est pas mon truc. La montagne, ça va, je suis encore au sol, mais dès qu'on touche plus le sol, moi, c'est pas mon truc. L'eau encore, ça va encore, mais les avions et les airs, je reste par terre. Ok. C'est clair que j'ose faire des choses. Ça dépend vraiment la situation et qui est concerné et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais de manière générale, je suis souvent partant, comme tu l'as dit. Ouais.
Ouais, donc on devrait prendre plus. En fait, c'est organiser le planning familial et en tout cas des activités à deux. Parce que je pense que les filles vont faire des activités à deux aussi, donc si on a l'opportunité va se présenter. Du coup, Shems, pour clôturer cette partie d'interview à deux, pour ceux qui seraient toujours là dans cette interview intimiste entre toi et moi, imaginons que tu réécoutes cet épisode dans 20 ans, à l'approche de tes 40 ans, ou 38, mais voilà, à peu près. Pour tes 40 ans, tu réécoutes cette interview, tu es adulte, peut-être père à ton tour. Qu'aimerais-tu ressentir ou qu'aimerais-tu euh, voilà, entendre si tu devais réentendre ta version de 18 ans? Bien, j'espère encore me souvenir, sans avoir revu la vidéo de ce moment en tout cas. J'aimerais m'en souvenir par moi-même. Pas très difficile comme défi. Mais je vais sûrement la revoir plus vers les 50 ans parce que c'est plus une moitié de vie que c'est plus sympa. Et je vais ressentir de la nostalgie comme tout le monde s'y ferait la même chose à mon avis. Si quelqu'un ferait un interview avec ses parents, sa mère, son père, ses frères et sœurs ou ses grands-parents, ils auront sûrement de nostalgie, de la joie d'avoir fait cette expérience, l'expérience en question, n'importe laquelle, si quelqu'un l'a déjà fait. Et en tout cas, je serais heureux de réécouter cette interview. Et peut-être que je le ferai encore à mes 100 ans, on verra. Hein. On est optimiste dans la famille. Euh, Et toi, quel message souhaites-tu garder de tout cela? Bah écoute, quel message aimerais-je garder de tout cela dans 20 ans? Euh, Probablement que, et c'est en t'écoutant que j'y pense et en me remémorant les différentes questions à travers lesquelles on est passé, c'est de se dire que oui, tu es capable, tu as un énorme potentiel, que tu ne mobilises pas assez. Et à l'image de cette ascension, où sans prépa physique, enfin, avec une seule rando avant, enfin deux randos, tu as réussi à monter une première fois 23 000 pas en 5 heures, une deuxième fois en pleine nuit, pendant 5 heures avant de redescendre. Ce qui te manque, c'est le petit sommet, la dernière heure. Je suis persuadé qu'avec un peu de travail, je suis persuadé qu'avec un peu de prépa physique, tu serais monté les deux doigts dans le nez jusqu'au sommet. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ben, on ne le Peut-être, saura jamais. peut-être. Je dirais, j'aurais dit peut-être un meilleur souvenir, mais ça aurait rien changé parce que l'expérience aurait été la même. Le Ça souvenir aurait est été là, plus mais facile, du coup. voilà, mais ce sommet, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Et je pense que ton potentiel, et ta maman et moi, on est toujours, on le sait depuis tout petit, depuis que tu es tout petit, tu as d'énormes qualités, mais si tu veux vraiment atteindre ce que tu as envie d'atteindre, c'est cet extra qu'il faut faire, c'est ce petit effort au-dessus de ton potentiel. Ne pas simplement agir selon tes acquis, mais savoir que au-delà de ton potentiel, tu peux développer quelque chose. Et donc ça, c'est le message que j'aimerais bien te transmettre à travers cette interview. Et en réécoutant peut-être cette interview dans 20 ans, ou dans 30 si tu veux, savoir que tu l'as fait. Ça, ce serait bien. Que ce petit plus, tu l'aies développé et que tu aies vraiment la vie professionnelle, personnelle euh, dont tu rêves. Et du coup, à tous les deux, si votre lien aujourd'hui était en un mot, un seul, ce serait lequel? Notre relation en un seul mot. Si tu as une idée. Euh, non. Résumer. Tu peux pas résumer ça en un seul mot, et j'imagine que c'est possible, mais je n'ai pas. Mais si on va un peu plus loin, comment tu me vois? Comme Je un sais pas, père. oui, un père, oui, mais il y a beaucoup derrière père, il y a quand même pas mal de choses. Il y Ah en a oui, qui voient mais. ça comme un vieux rabougri qui
fatigue avec ses conseils santé, écran, sommeil, hydratation, sport. Et puis, il y en a qui voient ça comme d'autres mots. Est-ce que toi, tu aurais... alors, t'es pas préparé à ça, hein, mais ça se prépare pas. Mais si tu devais me décrire ou décrire notre relation en un seul mot. Je sais pas. Parce que moi, je t'ai déjà décrit. Force tranquille. Avec une petite force tranquille, mais qui reste sur ses acquis. Hein, on t'avait appelé Petit Bouddha ou Bam Bam. C'était les deux surnoms que tu avais étant petit. Petit Bouddha parce que tu étais toujours la force tranquille, et Bam Bam parce que tu avais déjà une force et des qualités physiques assez impressionnantes tout petit. Et du coup, notre relation, ben, je pense que entre nos balades quand tu étais tout petit avec Sheila et cette ascension, il y a quand même une complicité. Mais comme l'ascension, elle manque ce petit plus qu'on ne met pas à jour, qu'on n'utilise pas suffisamment souvent. Donc, je dirais complicité incomplète. Ça te fait rire. Mais dis-moi, c'est toi qui aimes les punchlines. Monsieur Punchline, t'en as pas une là? Bah non, le punchline, c'est aléatoire. C'est un peu ça le problème. Ça sort Aléatoirement. oui, t'as pas un trait d'humour à faire? Non. T'as un peu d'humour aussi. Enfin, un peu. Tu as de l'humour, on va dire. Un peu un humour anglais aussi. Un mélange de vous. Hein, Voilà. Bien, bah écoute, ceci clôture notre interview. Merci d'avoir partagé ça, ce moment avec moi, parce que je sais que je t'ai tanné depuis des semaines pour le faire. Je le voyais bien. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, quand je t'ai invité tout à l'heure à venir faire l'interview, tu m'as répondu texto si tu veux, si tu en as envie. Donc, c'était plutôt par obligation. Mais est-ce que ça t'a plu, cet exercice d'interview? Ça m'a plu, franchement, j'ai bien aimé. Parce que du coup, ça me rappelle tout ce qu'on a fait. Parce qu'en soi, j'y pense pas à chaque fois que je me lève ou à chaque fois que je vais dormir. Donc, ou à chaque fois que je monte les escaliers. Donc, franchement, c'était sympa d'y repenser, de savoir que ça t'a fait plaisir aussi et que le sentiment est partagé. Donc, sentiment partagé, donc je disais complicité, j'ai dit quoi? Incomplète. Donc à compléter. Et donc, bah, écoute, merci Shems, merci mon grand. Je vais terminer cette interview par un petit débrief, une petite conclusion avec les auditeurs. J'espère que cet échange intime vous a inspiré vous aussi, et que quelle que soit la montagne à gravir ou le lien à construire, chaque petit pas compte. Et à vous qui écoutez, quel sommet aimeriez-vous gravir avec ceux que vous aimez? Sur ces bonnes paroles, je retourne en studio. Donc je reviens en studio pour faire une petite conclusion. Donc il s'agit de gravir une montagne ou de construire un lien. Chaque petit pas compte, comme je le disais. Dans l'interprétation du mythe d'Hercule et de la ceinture d'Hippolyte, Carole Sédio nous parle d'une interprétation beaucoup plus profonde et beaucoup plus complète, je dirais, pas plus profonde, mais beaucoup plus complète que celle que j'ai présentée en début d'interview. Hippolyte, reine des Amazones, est une femme puissante, indépendante, détentrice d'une ceinture magique offerte par Arès, symbole de son pouvoir, autorité, maîtrise du territoire féminin et de l'identité sexuelle. Le fait qu'Héraclès doive voler cette ceinture évoque pour notre inconscient le conflit entre les polarités masculines et féminines internes. Héraclès étant l'autre nom d'Hercule. Donc la nécessité d'intégrer les forces féminines dominantes, c'est ce que Carole Sédio explique dans son ouvrage, c'est-à-dire l'intuition, la puissance de la maternité, la sexualité féminine assumée, mais également une rencontre avec l'altérité intérieure, souvent déstabilisante pour un ego patriarcal qui est dominance, contrôle, volonté. Et c'est là que je me suis retrouvé. Alors non pas que j'ai un ego démesuré, non pas que j'ai une masculinité qui est déséquilibrée. Je ne pense pas avoir mes deux pôles aujourd'hui encore totalement équilibrés. Mais cette envie de vouloir contrôler la préparation physique de mon fils pour y aller, éventuellement de l'engager un peu plus
fortement dans son ascension m'a souvent effleuré l'esprit. Donc ce défi m'a permis de me détacher d'une posture de pouvoir ou de contrôle parental, souvent inconsciente, mais héritée évidemment, c'est-à-dire prendre les choses en main et de pouvoir mener cette mission. On n'était pas en mission, on était dans un trek ensemble, mais plutôt donc à la fois avoir cette symbolique de la montagne qui est le rôle du père. Le père, c'est effectivement de pouvoir faire découvrir le monde aux enfants, alors que la partie féminine, parce qu'on a chacun, hommes et femmes, une partie masculine, une partie féminine, il y en a qui l'ont un peu plus que d'autres, quel que soit leur sexe, mais c'est une grosse problématique aujourd'hui, c'est de pouvoir assumer ces deux parties-là sans devoir changer d'identité. En tout cas, ça c'est mon avis. Donc je devais pouvoir amener mon fils au-dessus de la montagne, mais en même temps pouvoir, et c'est là où j'ai une difficulté, le rencontrer là où il est, avec ses émotions, ses blocages, ses rêves, ses visions du monde, et de pouvoir l'accompagner, l'écouter, et accepter que cette relation demande d'intégrer une part de moi que j'avais mise de côté, c'est-à-dire effectivement l'écoute. Écouter, être plus vulnérable, ne pas vouloir faire en sorte que mon fils me ressemble, mais qu'il puisse développer sa personnalité. Surtout qu'avec mon épouse, c'est toujours ce qu'on a voulu, c'est de mettre nos enfants dans une situation où ils peuvent développer leur personnalité, dans un cadre, parce que ça c'est très important, les enfants ont besoin d'un cadre ferme, strict, mais dans ce cadre, ils vont développer leur personnalité. J'en ai un petit peu parlé d'ailleurs dans l'interview. Mais on aura tendance, par un tas de paramètres, vouloir faire en sorte qu'ils nous ressemblent. Et ça, c'est ce que j'ai dû faire attention. Ce à quoi j'ai dû faire attention. En d'autres mots, mon féminin intérieur devait être beaucoup plus à l'écoute. Jusqu'à présent, je pensais que j'avais un côté plus doux que le côté purement masculin, égo, testostérone. Mais en fait, c'était simplement un déséquilibre. Mon épouse a d'ailleurs un bien meilleur équilibre à ce niveau-là. En tout cas, cette polarité est bien plus distincte chez elle. Moi, c'est un peu mélangé et je dois encore pouvoir, peut-être que ça fera partie d'une épreuve prochaine, mais de pouvoir faire la distinction entre les deux et de bien faire la différence entre ces deux énergies. Dans la mythologie, le vol de la ceinture d'Hippolyte symbolise le moment où l'on ose aller chercher ce qui nous est le plus précieux en matière de lien, de pouvoir affectif ou d'identité relationnelle, même si cela nous confronte à la peur du rejet, à la violence du passé ou à nos maladresses d'hier. Dans mon parcours, ce défi a pris la forme d'un retour vers mon fils, de cette sensibilité, de cette vulnérabilité, tout en l'amenant au sommet de cette montagne. Donc c'était un acte intérieur, pouvoir oser aimer là où ça peut encore être peut-être un peu fragile. Maintenant, je vais vous passer le micro, ou en tout cas la réflexion. Quel lien, vous, dans votre vie, aimeriez-vous ou mérite aujourd'hui qu'on y revienne avec plus de présence, à l'image de mon expérience, à la fois du mythe d'Hercule à travers le vol de la ceinture d'Hippolyte et de ma mise en pratique de ce mythe avec cette relation père-fils dans l'écoute, mais dans un parcours d'ascension d'une montagne. Qu'est-ce que vous pourriez voler, ou plutôt récupérer en vous exposant à une rencontre authentique, et qu'avez-vous peut-être abandonné trop tôt par peur d'être incompris ou blessé? Si vous voulez plus de détails dans cette analyse symbolique du mythe d'Hercule à travers le vol de la ceinture d'Hippolyte, je vous recommande évidemment l'ouvrage complet de Caroline Sédillot. Alors, dans mon premier épisode, j'ai abordé la dépendance à la caféine, à la nourriture, la capacité à jeûner, tous les sujets que l'on peut aborder sous l'angle physique, puisque ça, c'est mon rôle, c'est de pouvoir effectivement accompagner vous accompagner, monsieur, madame, tout le monde, quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous accompagner pour développer In Shape to Grow, développer votre condition physique pour relever les défis de la vie. Et donc, ce premier épisode était vraiment en cohérence avec mon travail, ce que je veux faire aussi, ce que je veux partager aussi à travers ce podcast, dans un but de développement personnel, de maîtrise de mes envies dans ce cas-là. J'ai envie de café, j'ai envie de calories, est-ce que je peux me contrôler à ce niveau-là?
Dans le deuxième épisode, même si j'ai abordé une thématique beaucoup plus émotionnelle, donc qui n'est pas de mon ressort, je ne suis pas thérapeute, j'ai bien insisté sur l'aspect physiologique pouvant influencer nos perceptions, ainsi que l'importance de l'énergie pour aborder ces défis, c'est-à-dire transmuter les énergies, la honte toxique en honte humaine, normale, digérer les événements pour pouvoir lâcher prise plus facilement. Dans ce troisième épisode, dans cette troisième épreuve, j'aborde la présence, être présent dans l'écoute avec mon fils, qui ne peut se faire qu'à partir de soi. Le côté féminin, comme je le disais, de chacun de nous, c'est de montrer le chemin du respect de soi pour les enfants. Donc une mère, elle a plus le rôle, effectivement, de montrer de manière spontanée comment prendre soin de soi-même, de son corps, de ses limites. Alors que le père, lui, ou en tout cas la partie masculine de chacun, puisqu'une mère peut proposer les deux, c'est plus compliqué, hein. C'est la difficulté de tous les parents célibataires, c'est de pouvoir avoir les deux pôles qui puissent s'exprimer dans des situations différentes. Mais le côté masculin, c'est la découverte du monde, c'est amener l'enfant vers l'extérieur. Ici, gravir une montagne symbolique. Dans tous les cas, si vous vous sentez perdu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette interview ou directement sur mon adresse email. Un tout grand merci si vous êtes arrivé aussi loin dans cet épisode, de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager si ça vous a inspiré et rendez-vous au prochain épisode.